Bonjour à tous. Lundi matin, au moment du briefing, le patron du restaurant Les Grands Buffets de Narbonne a annoncé à ses 130 salariés une augmentation de salaire. Une augmentation de salaire de 30%. Imaginez la scène. Bon, vous savez que la restauration souffre d'une pénurie de candidats, d'un manque d'attractivité et que la branche a signé une hausse des salaires de 16% en moyenne, avec un salaire minimum à 5% au-dessus du SMIC. On est vraiment dans un moment exceptionnel pour les NAO. Cette année, il y a vraiment des choses à faire. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce webinaire pour en parler ensemble. Nous vous remercions d'être présents avec nous cet après-midi. Nous nous excusons pour ceux d'entre vous qui ont essayé de se connecter lundi dernier. On est vraiment désolés pour le bug informatique qu'on a eu. Et puis, on est en janvier encore. Donc, alors, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très bonne année 2022 pour vous, pour vos proches et pour tous les salariés que vous représentez. À mes côtés, pour animer ce webinaire, nous avons Jean-Christophe Berthaud, ici présent, et moi-même, je suis Axel Martini. Nous sommes tous les deux consultants, CECAFI, basés à Marseille. Alors, pendant notre présentation, nous vous invitons à noter toutes vos remarques et toutes vos questions dans le chat. Et bien sûr, nous y répondrons, nous les prendrons toutes à la fin du webinaire. Voilà. Donc, bon webinaire à tous. Et puis, Jean-Christophe va prendre le relais pour vous dire juste un petit mot au sujet de notre cabinet. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Vous connaissez peut-être CECAFI pour certains d'entre vous. On est un cabinet d'expertise et de conseil spécialisé dans l'accompagnement des représentants du personnel, qu'on accompagne tout au long de leur mandat, à la fois par l'intermédiaire de nos formations sur les rôles et responsabilités des représentants du personnel et sur les questions notamment de santé au travail. Également sur les prestations de conseil et d'expertise. Le Code du travail prévoit la possibilité pour les représentants du personnel de se faire accompagner par des cabinets spécialisés sur les temps d'information, consultation. On a à la fois la possibilité par l'intermédiaire de notre référencement à l'ordre des experts comptables de travailler sur les situations économiques, la politique sociale ou les orientations stratégiques de l'entreprise, et puis par l'intermédiaire de l'habilitation des experts de l'ancien CHSCT, maintenant sur les questions de santé au travail. On accompagne les représentants du personnel sur les aspects liés au projet de réorganisation, les risques graves et les enjeux de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. On accompagne évidemment également les représentants du personnel dans le cadre de leurs prérogatives en tant que négociateurs ou d'accompagnement sur des sujets comme par exemple les sujets de type NAO, qui sont les négociations qu'on voit se développer dans l'entreprise depuis les ordonnances Macron. Voilà, et on est ravis d'être avec vous pour échanger sur ce sujet des négociations annuelles obligatoires sur les salaires notamment. Alors, 2022, enfin une année favorable au NAO. On a appelé ce webinaire des augmentations maintenant ou jamais. Donc oui, on est dans un moment particulièrement favorable. De l'inédit tout d'abord, on a entendu des prises de parole politiques tout à fait favorables et encourageant les augmentations de salaire dans le cadre des négociations. Bruno Le Maire qui dit le travail doit payer, Jean Castex qui encourage les branches à travailler sur les salaires, sur les minima de branche, et même le président du MEDEF lui-même qui reconnaît la nécessité de récompenser les salariés après 2 ans d'efforts, une juste récompense qui est attendue. De même, les DRH se positionnent pour près de la moitié d'entre eux dans l'optique de faire évoluer la politique de rémunération. Alors, vous savez qu'il y a aussi des négociations qui ont lieu dans les branches. Elles sont parfois tendues pour aussi relever les minima conventionnels. Pour la première fois, la question des salaires, c'est un sujet porté à la fois par les politiques et aussi par le patronat. Les mobilisations syndicales sont fortes. Bon, nous sommes donc dans un contexte particulièrement favorable. Pourquoi ce contexte est-il favorable? Vous avez tous en tête, j'en suis certaine, que l'inflation
a augmenté de manière exceptionnelle. On a observé des taux dont on ne se rappelait pas. Depuis longtemps, on n'avait pas vu des taux au-delà de 2,8%, 2,6, 2,8 sur novembre et décembre dernier. Et puis les prévisions d'inflation restent élevées. C'est l'INSEE qui nous dit que le premier semestre 2022 devrait aussi rester dans des niveaux autour de 2,6%. Alors attention, c'est un point un petit peu technique le sujet de l'inflation, parce qu'on parle, vous entendez des publications sur le niveau d'inflation mensuel, donc on parle de niveau à 2,6, 2,8, mais là, le vendredi dernier, l'INSEE nous a sorti le niveau d'inflation pour l'année 2021, il est à 1,6%, parce que vous le voyez sur le schéma qui est présenté dans cette diapo. Le début d'année 2021 a commencé avec un niveau d'inflation beaucoup plus faible. Donc, c'est la moyenne des niveaux d'inflation. Et puis, il y a l'INSEE qui parle d'un niveau d'inflation qui s'appelle l'IPC. Il y a un autre niveau, une autre définition de l'inflation au niveau de l'OCDE qui, elle, dit non, c'est pas 1,6 au niveau France, c'est 2,1%. Il y a une différence de calcul entre l'inflation INSEE, l'inflation OCDE. Bref, c'est un sujet un peu technique. Donc, je vous invite à prendre le temps de bien étudier ce sujet pour pouvoir le porter, pour pouvoir l'utiliser à bon escient dans vos NAO. N'hésitez pas, c'est un sujet très important. On pourra y revenir si vous souhaitez à la fin du chat, n'hésitez pas. Ce niveau d'inflation élevé à l'automne dernier a eu pour conséquence, vous le savez, une première hausse du SMIC de 2,20% au 1er octobre, qui s'est suivie au 1er janvier 2022 d'une hausse de 0,9%. Ça fait 3,11 parce que ça se multiplie, donc c'est quand même une hausse très significative. Quand on regarde le niveau du SMIC en janvier 2021, il était de 1 554 € par mois brut. Il est à 1 603 € en janvier 2022. C'est une hausse significative. Et donc, tous les salariés qui se trouvaient entre ces deux niveaux de SMIC, qui avaient une rémunération intermédiaire, supérieure au SMIC, intermédiaire, se retrouvent désormais sans NAO et se retrouvent automatiquement au niveau du SMIC. Donc, il y a un effet de compression, de bascule, de rattrapage de nombreux salaires qui se retrouvent au niveau du SMIC. Donc, voilà, voilà un argument qui est nécessaire à étudier, à bien prendre en compte au niveau des NAO. On y reviendra. Et puis, il y a aussi un deuxième impact de cette hausse du SMIC, peut-être qu'il se voit moins directement, mais que nous, dans nos analyses, on observe beaucoup en tant qu'experts et consultants. Le SMIC sert de référence au calcul de plusieurs cotisations. Vous avez en tête peut-être la réduction Fillon, qui est basée sur les salaires qui vont jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Vous avez aussi les réductions d'assurance maladie et d'allocation, les cotisations, d'assurance maladie et d'allocation familiale qui s'appuient sur les salaires jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Mécaniquement, ces réductions de cotisations vont être concernées des tranches supérieures de rémunération. Donc, avec un effet d'économie de masse salariale chargée pour votre employeur. C'est un élément que nous vous recommandons de bien évaluer en préparant vos NAO. Troisième argument en faveur d'un contexte favorable aux NAO. Les difficultés de recrutement, vous en avez entendu parler, elles sont vraiment nombreuses. La Banque de France a estimé que 51% des entreprises avaient des difficultés de recrutement en France, dont 60% des entreprises du bâtiment. Donc, et même 80% des DRH ont exprimé lors d'un sondage à l'association des DRH qu'ils étaient confrontés à des déficits de candidats. Et on parle même de guerre des talents pour certains postes. Donc, ces difficultés de recrutement ont pour conséquence la nécessité d'augmenter les rémunérations dans ces métiers. Alors attention, ces revalorisations salariales qui sont des mesures de rétention pour conserver les salariés ou pour même attirer des salariés que l'on souhaite recruter, eh bien, elles ont tendance à orienter la politique de rémunération de votre employeur vers des mesures sélectives. Donc, c'est un argument utile, les difficultés de recrutement, mais c'est un argument qui peut aller vers des mesures sélectives. Donc, il faut bien l'utiliser à bon escient. Par rapport à cette difficulté de recrutement, nous vous proposons
notre indice de tension CAFI. C'est le nombre d'offres d'emploi disponibles pour un métier, pour un poste donné, le nombre d'offres d'emploi pour 10 candidats calculés sur un bassin d'emploi donné. Par exemple, ici, on a pris l'exemple de Saint-Quentin-Fallavier, c'est à côté de Lyon, pour les métiers de la logistique. Et par exemple, on voit que pour 10 candidats agents et techniciens de maintenance, il y a 16 offres d'emploi. C'est donc dans le vert pour les candidats, c'est plus difficile pour les employeurs. Et plus ce métier est dans le vert, vous voyez toutes les entreprises là qui recrutent sur ce poste dans ce bassin d'emploi, plus l'indicateur, l'indice de tension est vert, plus les entreprises auront des difficultés à recruter et donc tendance à augmenter les salaires proposés et donc les rémunérations pour ces postes. Voilà pour quelques éléments globaux, macroéconomiques. Je propose de laisser la parole à mon collègue Jean-Christophe pour nous parler des entreprises. Merci Axel. Alors la question de savoir où on en est dans le partage de la fameuse valeur ajoutée. On parle toujours de la répartition de la valeur créée par les entreprises entre les parties prenantes, les actionnaires, les financeurs, qui peuvent être les banques notamment, l'État par l'intermédiaire des impôts, et bien évidemment ceux qui font le travail, les salariés. Les clients également. Donc, se pose évidemment la question du compromis productif et à l'issue de la crise sanitaire, on parle beaucoup du monde d'après, on parle beaucoup du futur du travail et à travers ces questions-là se pose véritablement la question de comment se fera et comment a vocation à se faire la répartition de la valeur demain. Et forcément, à travers ces débats aujourd'hui sur les NAO, se posent dans les entreprises véritablement ces questions. On le voit avec les situations de tension qu'on retrouve, avec, vous l'avez vu à travers la presse, un certain nombre de mouvements sociaux dans les entreprises sur ces questions des revendications salariales. Mois de décembre, mois de janvier, on entend tous les jours de nouveaux mouvements qui montrent que les salariés considèrent et leurs représentants considèrent que la répartition de la valeur créée est dégradée, en tout cas l'équilibre s'est dégradé ces derniers temps. Alors si on regarde quelques chiffres et ces slides ont vocation à vous en montrer un peu les tenants et les aboutissants. Donc, ce qu'on voit, c'est que en 2021, les entreprises auront réalisé des marges historiques. On a, avec le petit graphique en bas à gauche, on voit bien que la répartition ou le taux de marge, ce qu'on appelle le taux de marge des entreprises, atteint des niveaux jamais atteints depuis de nombreuses années. Donc, vous voyez les petites barres bleues. C'est à la fin de la période, donc on a les derniers trimestres de l'année 2021 qui sont connus en bleu foncé et une estimation autour de 34%. Donc on a des performances des entreprises qui sont historiquement hautes à la fin de l'année 2021, avec des entreprises qui ont profité, au sens noble du terme, des mesures gouvernementales et des opportunités de sortie de crise. Vous avez tous en tête la surchauffe un peu de l'économie française à partir du second semestre 2021, où tous les budgets souvent ont été dépassés. Nous, c'est ce qu'on constate dans nos travaux d'expertise quand on accompagne les entreprises à faire l'analyse des résultats 2021. On voit que les prévisions budgétaires sont souvent dépassées. Elles avaient été prudentes en début d'année 2021 avec des entreprises qui étaient un peu réticentes à avoir des ambitions trop importantes de reprise. Mais le PIB français a retrouvé son niveau d'avant-crise, voire là parfois dépassé. Donc des entreprises qui sont en bonne santé. Alors évidemment, ces analyses-là sont des analyses macroéconomiques. On va évidemment trouver des cas particuliers, des exemples de sociétés qui ont des difficultés financières et on le regrette bien évidemment. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au niveau de l'économie française, on a des taux de marge qui sont très importants. Et du coup, parmi les parties prenantes, les actionnaires ont plutôt profité de ces bonnes performances. Vous avez en haut à droite de la présentation un graphique où vous voyez la courbe qui a atteint le plus haut niveau tout à droite. Ça, c'est le niveau de l'indice CAC 40 qui a atteint les 7000 points. Donc, on voit qu'il a gravi la montagne autour de l'année 2021 et il a plutôt atteint le sommet de l'Himalaya
en fin d'année. Donc, on a un niveau de performance du CAC 40 qui met en évidence justement et qui retranscrit ces bonnes performances économiques. Et du coup, les deux graphiques d'en dessous vous montrent un peu les redistributions qui sont faites en termes de dividendes. Donc, des dividendes qui en 2020 ont diminué en lien avec les résultats économiques dégradés de l'année 2020. Mais on voit qu'en 2021, on a plutôt un niveau de dividendes. Alors là, on est sur des niveaux mondiaux de dividendes. On est en milliards de dollars. À gauche, c'est des années. À droite, c'est des trimestres. On voit que, en parallèle, donc les dividendes versés en 2021 vont plus que compenser la baisse de 2020 et vont du coup, a priori, dépasser les niveaux d'avant-crise. Donc là, c'est la première analyse qu'on peut faire. Ce qu'on peut s'en dire, c'est que par contre, en face de ça, le bilan a été plus mitigé pour les salariés. L'augmentation de salaire de base en 2021 s'est élevée à un niveau médian de 1,4%. Alors, c'est ce que nous dit le cabinet Mercer, avec du coup, quand vous regardez le graphique à droite, on voit qu'on est sur un point bas historique. Le 1,4%, il est plutôt inférieur à ce qu'on a pu constater. Alors, pas beaucoup inférieur, mais en tout cas, il est plutôt sur un point bas historique par rapport au niveau d'augmentation médian qu'on constatait les années précédentes. Le deuxième point, c'est qu'on a du coup une forte sélectivité dans l'attribution des augmentations. Ces 2 ou 3 dernières années, les techniques, on appelait ça de saupoudrage, où tout le monde avait un petit peu, mais pas beaucoup, ont été remises en cause avec des entreprises qui ont plutôt préféré verser à un nombre réduit de salariés. Donc, vous aviez 49% des salariés qui avaient perçu une augmentation individuelle. On était à 51%, 61% les 2 années précédentes. Ça, c'est ce que nous dit le cabinet de Deloitte. Donc, vous voyez que en moyenne, un salarié sur 2 bénéficiait d'augmentation individuelle. Et donc, par défaut, un salarié sur 2 n'avait pas d'augmentation individuelle. Troisième point, des négociations qui ont souvent été longues, parfois pénibles, parfois difficiles, avec un certain nombre de PV de désaccord. Vous savez que les NAO, l'obligation, c'est de démarrer des négociations, mais on n'est pas obligé de conclure la négociation. Et on a constaté, nous, dans nos accompagnements, que beaucoup d'entreprises arrivaient difficilement à trouver des accords sur les NAO ces derniers temps. Espérons qu'en 2021, les nouvelles marges de manœuvre qui sont proposées aux entreprises permettront d'arriver à conclure des accords de manière plus nombreuse. Et puis enfin, on a eu des équipements, des dispositifs de rémunération variable, notamment on a parlé de la prime PEPA, vous savez, la prime d'augmentation de pouvoir d'achat, les accords d'intéressement, les accords de participation, qui sont des dispositifs de rémunération collectifs qui ont eu parfois la faveur des entreprises et qui ont permis, pour différentes raisons, la prime PEPA, elle est défiscalisée, comme vous le savez, donc elle existe depuis 3 ans, on est sur des niveaux moyens. Vous le voyez à droite, qui représente un peu plus de 600 euros. Donc, on est sur une prime qui a été versée dans un certain nombre de cas. On a quasiment une entreprise sur 2 qui a eu recours à ces dispositifs de rémunération variable. Du coup, l'accord de participation, en particulier avec la formule légale de la participation, qui aujourd'hui montre toute sa limite. C'est une formule qui date des années 70, qui commence à avoir un peu dépassé la réalité des situations aujourd'hui, qui était très adaptée aux entreprises industrielles. Mais le tissu économique français fait qu'aujourd'hui, malgré des résultats intéressants, certaines entreprises ne distribuent pas de participation, ce qui a pu avoir tendance parfois à crisper les salariés et leurs représentants. On est dans un contexte au-delà de ça, au-delà des aspects quantitatifs, où on a à la fois souvent, et on le voit dans nos accompagnements sur notamment les questions de santé au travail ou de risques psychosociaux, des témoignages sur la charge de travail, pas toujours parce qu'elle augmente, mais aussi avec l'activité partielle. On a eu des déséquilibres entre ceux qui restaient et qui avaient du travail à faire. Le travail était plus compliqué, le travail était désorganisé, donc une charge de travail souvent rapportée comme étant importante, le non-remplacement de certains postes en lien avec le turnover et la prudence des entreprises qui ont préféré parfois les contrats courts, l'amélioration de la rentabilité des entreprises, les économies d'échelle avec des mutualisations qui ont permis aux entreprises là aussi parfois de réaliser des gains de productivité, le développement de nouveaux produits et services, puisque à l'issue de la crise sanitaire ou pendant la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises
ont été amenés à revoir leurs offres de services, voire leur positionnement sur les marchés. Le rôle du management, où on a vu avec le télétravail le rôle du manager évoluer entre un manager contrôlant et un manager émancipant, où on a vu beaucoup de réflexions sur ce sujet-là. Tout ça renvoie à des questions de stress au travail. Et vous savez, Sigrist, qui est un psychologue, met en évidence l'écart entre les efforts et les récompenses. Et donc, au-delà des aspects pécuniaires, il y a le sentiment de manque de reconnaissance dont on voit beaucoup de salariés faire part aujourd'hui quand on les reçoit en entretien individuel et collectif. Donc, si on essaye de dresser le bilan 2021 dans votre entreprise pour que les NAO soient véritablement l'occasion de rééquilibrer le partage de la valeur, on vous encourage à poser quelques questions en amont et de bien avoir en tête qu'une NAO réussie, ça se prépare. Donc, pour se préparer, il faut déjà faire le bilan des précédentes NAO. NAO 2020, NAO 2021, qu'est-ce qui a été effectivement distribué? On pense souvent à discuter de la NAO au moment où on est dans la négociation, mais on oublie souvent de faire le bilan en année N+1 de ce qui a été effectivement distribué en termes de masse salariale. Est-ce que l'enveloppe qui avait été prévue a effectivement été distribuée? Quelle est la part des augmentations générales? Quelle est la part des augmentations individuelles? Quel a été l'impact éventuel de l'activité partielle? Puisque l'activité partielle a permis aux entreprises de bénéficier, entre guillemets, d'indemnités en échange de ce dispositif d'activité partielle. Parfois, elles ont compensé en allant chercher des maintiens de salaire net ou en allant compenser un manque à gagner des salariés. Donc, ça a pu aussi, pour certaines entreprises, représenter un surcoût, un reste à charge, comme on l'appelle. Donc, du coup, c'est intéressant de regarder ça et de comprendre quel est l'impact économique de l'activité partielle sur les résultats de l'entreprise. Les dispositifs de rémunération variable, j'en parlais, l'intéressement, les dispositifs de variables. On a vu beaucoup d'entreprises modifier leur système de rémunération variable, la prime PEPA, la participation. Comment ont évolué aussi les écarts entre les plus hautes rémunérations et les plus basses rémunérations. Donc, dans vos bilans sociaux, si vous êtes des entreprises de plus de 300 salariés, vous avez un indicateur intéressant qui est les 10 plus hautes rémunérations. Donc, ça vaut le coup de regarder comment ça a évolué aussi. Les résultats de l'entreprise, comment ont évolué ses équilibres financiers. Donc là, pour les non financiers, c'est toujours un peu plus compliqué, mais vous savez qu'il y a plusieurs agrégats économiques et c'est intéressant de regarder comment ils ont évolué pour pouvoir justement identifier les marges de manœuvre que vous aurez dans le cadre des NAO. La question des investissements. Est-ce que l'entreprise a pu mener la politique d'investissement qu'elle avait prévu de faire? Est-ce qu'elle a au contraire reporté un certain nombre d'investissements? Quelles sont ses marges de manœuvre pour réaliser les investissements nécessaires? La question des dividendes, on en parlait tout à l'heure. Et puis, du coup, vis-à-vis de l'État et de la sphère publique, quelles sont les différentes subventions, les différentes allocations? Vous savez que, par exemple, dans le secteur de la santé, il y a une garantie de financement qui sécurise les établissements de santé au niveau d'un certain nombre, un volume de chiffre d'affaires qui était celui de l'avant-crise en 2019. Donc là, encore une fois, c'est intéressant d'identifier ces marges de manœuvre pour définir vos propres enjeux. Est-ce que votre enjeu, ça va être le maintien et le développement du pouvoir d'achat, la reconnaissance des compétences, la rétention des salariés ou l'attractivité de votre entreprise? Est-ce que ça va être la reconnaissance des efforts qui ont pu être faits, la sécurisation des parcours professionnels? Est-ce que vous voulez revoir le partage de la valeur ajoutée du coup pour revoir un peu justement les différentes modalités de rémunération des parties prenantes dans l'entreprise? Est-ce que vous voulez mobiliser les salariés pour faire face aux enjeux de la crise et quelles sont vos capacités à ce niveau-là? Quels sont éventuellement vos autres enjeux? Donc vous voyez, à la fois bien préparer la NAO pour en faire un bon diagnostic, pour bien définir vos enjeux avant de partir tout de suite en négociation. C'est important que vous ayez véritablement ce temps-là, parce que vous le savez, et je laisserai Axel vous parler de ce que vous pouvez négocier dans une NAO. Vous le savez, la NAO, c'est pas simplement, entre guillemets, le montant des augmentations de salaire, mais il y a plein de choses que vous pouvez discuter dans une NAO. On a parlé d'un certain nombre de dispositifs de rémunération variable, mais vous pouvez parler de temps de travail, vous pouvez parler aussi de financement de bilan de santé, de bonification du compte personnel de formation. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les politiques RSE, on a la possibilité de financer les déplacements à vélo pour des salariés qui habitent à côté de leur entreprise. Enfin bref, tous ces dispositifs-là
peuvent être des éléments qui font partie de vos revendications dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Si tu veux bien, Axel, je te laisse reprendre la parole. Oui, je crois qu'il y a un petit sondage qui est prévu. Je ne sais pas si tu veux en parler, Jean-Christophe. Oui, merci. Alors, du coup, Eric, qui est avec nous dans l'ombre et qu'on remercie pour le travail d'accompagnement précieux qu'il fait, va vous proposer, si ce n'est pas encore fait, de répondre à quelques petites questions. C'est intéressant d'avoir votre point de vue à vous sur à la fois, est-ce que vous avez déjà engagé des négociations annuelles obligatoires? Si vous les avez terminées, qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir? Et puis, si vous ne les avez pas encore engagées, qu'est-ce que vous imaginez? Quelles sont vos cibles à ce niveau-là? Donc, n'hésitez pas pour ça à cliquer sur le petit icône en bas à droite à côté du chat. Il y a marqué sondage. Si vous cliquez dessus, ça vous proposera 3 petites questions. Et quand vous répondez, ça vous donnera les réponses en temps réel de l'Assemblée que nous sommes aujourd'hui. Ok, merci Jean-Christophe. Alors, pour préparer ces NAO, quelques éléments pratiques. On vous avait parlé d'un atelier qui vous permet d'avoir quelques pistes pratiques. Tout simplement, d'abord, il faut prendre des infos, des sources d'infos à bien utiliser. Alors, il y en a dont on vient de parler, les informations générales qu'on trouve dans les médias, macroéconomiques, que vous pouvez trouver aussi sur des sources syndicales, sur Internet. La note NAO de votre expert, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des informations générales qui sont importantes pour avoir le contexte de vos NAO. Bien entendu, il y a aussi les informations que votre employeur doit vous remettre lors de la première réunion de négociation NAO. Juridiquement, elles ne sont pas hyper bien précisément définies, ces informations. À minima, votre BDES avec les éléments significatifs. Et puis, vous pouvez peut-être demander des fourchettes de rémunération, les niveaux de rémunération par niveau de qualification, par exemple. Voilà, mais ça, c'est des éléments particulier après à chaque entreprise qu'on pourra vous aider, on en parlera tout à l'heure, qu'on pourra vous aider à travailler particulièrement dans votre entreprise. Donc, les informations générales, les informations de votre employeur et puis des informations ciblées. Alors, peut-être plusieurs d'entre vous travaillent déjà avec un expert. C'est le moment de ressortir absolument les travaux de votre expert que votre expert a pu faire au cours de l'année dernière sur l'analyse économique et financière, la situation économique et financière de votre entreprise. Vous trouverez certainement des informations très utiles, des arguments très utiles pour appuyer vos NAO. Vous aurez peut-être aussi des informations très intéressantes dans son diagnostic, le diagnostic qu'il aura fait dans le cadre de votre analyse de la politique sociale et des conditions de travail. Il y aura eu sûrement quelques préconisations pour vos NAO. En plus, s'il a fait une étude de rémunération, n'hésitez pas à la réutiliser. Bien entendu, n'hésitez pas à lui passer un petit coup de fil pour mieux comprendre ou actualiser, réutiliser de manière opportune tout le travail qui a pu être fait dans l'année par votre expert. Un autre point important, c'est de ne pas oublier d'être au contact des salariés que vous représentez, être au contact du terrain. Vous avez des responsabilités larges en général, vous êtes très mobilisé sur vos mandats et c'est énormément de travail. Toutefois, il est très important de rester proche des salariés qui sont sur le terrain, de bien communiquer avec eux tout au long de la procédure de négociation. Voilà. Et encore un dernier point. Bien sûr, vous avez tous en tête la nouvelle hiérarchie des normes, ce qu'on appelle hiérarchie des normes, en tout cas articulation entre les accords signés dans votre entreprise et votre convention collective. N'oubliez jamais, lorsque vous négociez des NAO, d'avoir sous le coude votre convention collective pour bien vérifier que les propositions que vous fait votre employeur sont supérieures à ce qui est de base dans votre convention collective. Alors, pour rentrer encore un peu plus dans l'aspect technique, Jean-Christophe vous en a dit quelques mots, il est important de commencer à définir vos enjeux. Quels sont vos enjeux? Sur quoi vous voulez vraiment porter votre négociation dans le cadre des NAO cette année?
Est-ce que c'est votre sujet, est-ce que c'est le problème des bas salaires qu'il faudrait revaloriser? Est-ce que c'est les heures supplémentaires qui sont pas assez bien rémunérées? Est-ce que c'est l'ancienneté, par exemple, ou est-ce que c'est les primes variables qui sont réservées à seulement quelques salariés et que vous voudriez donner accès à ces primes variables à davantage de personnes? Ou s'il y a des salariés avec des petits contrats à temps partiel subis, vous voudriez travailler sur la durée de ces contrats, par exemple, la durée du travail, comme vous a dit Jean-Christophe. Bon, ça, c'est vraiment, ça vous est propre. C'est le contexte, l'actualité de votre entreprise, les contraintes qui vont vous aider à définir vos enjeux. C'est votre connaissance du terrain aussi. Pour chaque enjeu, on vous recommande de vous donner des objectifs, un type d'objectif. On parlait tout à l'heure des bas salaires. Revaloriser les bas salaires, c'est quoi? C'est un pourcentage, un minimum fixe par personne, etc. Je vous laisserai regarder ces points-là. Je vais avancer un peu plus vite pour vous permettre d'avoir un moment d'échange avec vous tout à l'heure, à la fin de notre présentation. Alors, une fois que vous avez défini vos enjeux, votre type d'objectif, un point très important, c'est d'avoir en tête que ce que vous allez annoncer à votre direction, évidemment, c'est pas la cible, c'est pas votre intention cible, c'est pas l'objectif cible que vous voulez. Par exemple, si vous annoncez que vous voulez 5% d'augmentation, vous avez peut-être en tête 2,5 comme étant la cible que vous attendez. Et puis, il est important aussi d'avoir une position plancher. Une position plancher, c'est-à-dire que si dans la négociation, on descend, bon, j'aurais aimé 2,5, on descend jusqu'à 2%, en dessous de 2%, je n'irai pas plus bas, je ne signerai pas. Donc, c'est un petit exemple. Ça peut être, j'ai dit 5, 2,5 et 2, ça peut être 10, 5 et 3. Là, c'est à vous de voir, on en reparlera. En tout cas, c'est très important que pour chaque type d'objectif, pour chaque enjeu, vous ayez cette fourchette avec le plafond, la cible et le plancher. Ça, c'est un travail d'analyse préalable qui est indispensable. Par rapport à ces objectifs, il vous faut prévoir aussi des arguments et aussi des alternatives qui vous seront utiles, des ficelles au moment de la négociation. Par exemple, si on met la priorité sur ces fameux bas salaires, alors comment est-ce qu'on les définit? Est-ce que c'est tous les salaires jusqu'à 1,6 fois le SMIC parce que c'est la référence pour la réduction FIO, ou alors un autre niveau, un coefficient, je ne sais pas. Enfin, vous voyez. Et puis, ça, c'est des choses qui peuvent évoluer pendant la négociation. Alors, à chaque fois, il faut avoir en tête combien de salariés sont concernés, combien ça représente, en fait, comme masse salariale, comment sont comptées les personnes à temps partiel. Et puis, quand on parle d'1,6 SMIC horaire, enfin 1,6 SMIC, on est sur l'horaire, on est sur le mensuel. Vous voyez, toutes ces questions, vraiment avoir bien en tête de quoi on parle et comment est-ce qu'on pourra faire évoluer notre négociation par rapport à ces sujets-là. Et enfin, chaque position, il est important, très important que vous puissiez chiffrer chaque position. Basiquement, vous multipliez le nombre de salariés concernés par le montant pour chaque position, ça vous donne un coût global pour chaque position, vous savez où vous allez, ce que vous demandez, et ce que vous demandez à la direction, vous savez, analyser, évaluer ce que votre direction, elle est capable de lâcher ou pas, ce qui est négociable ou ce qui ne l'est pas. Et ça vous aidera à professionnaliser votre négociation et donc à gagner en efficacité pour des bonnes négociations qu'on vous souhaite très, très favorables. Alors, pour finir, une fois que vous avez fait ce travail d'analyse, on vous recommande absolument de hiérarchiser ces enjeux et ces objectifs. Hiérarchiser, c'est-à-dire que pour chaque thème de revendication, vous mettez une priorité en regard de chaque thème. Je mets 2 plus, 1 plus, 1 moins, 2 moins, ce qui donne une idée et vous permet ensuite de voir qu'est-ce qui vous semble prioritaire et qu'est-ce qui l'est moins, ce sur quoi vous pouvez lâcher, ce sur quoi vous n'avez pas envie de lâcher, ce sur quoi vous voulez aller vraiment. Alors, donc, dans ce tableau récapitulatif, à chaque fois, la position qui est celle de l'annonce, on va dire, la position cible et la position plancher. Par exemple, 5, 2,5, 2 ou 5, 2, 1,5, je ne sais pas, ça va dépendre de ce que vous voulez. Et encore, ça peut être bien sûr supérieur. Et très important, je vous ai dit tout à l'heure, de chiffrer le coût par position. Et derrière, de vous noter bien les arguments correspondants. On pourra en reparler, détailler tout ça. Là, j'ai parlé d'augmentation générale pour la première ligne. Il y a aussi les augmentations individuelles. Jean-Christophe a évoqué tout à l'heure l'idée que dans les NAO, il y a plusieurs thèmes qui peuvent être abordés. Donc, on pense tout de suite aux augmentations. Il y a aussi tout ce qui est prime, la répartition entre variables et non variables et fixes, la répartition entre variables individuelles et variables collectives, et puis tout ce qui est indemnisation. Là, on arrive dans des choses plus fines,
de nuit, de panier, de tickets restaurants, de mobilité durable. Vous savez que cette année, donc, les dispositifs de mobilité durable, la prime mobilité durable est davantage exonérée, donc on pourra y revenir si vous voulez. La prime PEPA, les éléments de construction d'indicateurs d'intéressement, la mutuelle, bien sûr, disait Jean-Christophe, et puis des éléments de temps de travail. On a vu signer, nous, des NAO, qui intégraient davantage de journées, soit de RTT, soit de journées de solidarité qui étaient gratuites, enfin qui étaient en plus, soit de jours de congés pour événements familiaux qui étaient mieux négociés par rapport au type de population que vous avez dans votre entreprise. Enfin, voilà, ça peut être des idées, par exemple. Donc, réfléchissez bien, construisez ce tableau, vraiment on vous le recommande. Réfléchissez à vos arguments, écrivez-les pour les avoir, être serein pendant votre négo. Et réfléchissez au point de vue, le vôtre, bien sûr, celui de vos salariés, bien sûr, des salariés que vous représentez, et aussi à celui de votre employeur, pour construire des arguments en prenant en compte son point de vue. Alors, après, quelques astuces au moment de la négo, ne reculez pas trop vite. Votre employeur va s'opposer à votre position, la position que vous avez annoncée. Ceux qui pratiquent régulièrement la négo le savent, il faut un peu de fermeté sur sa position, ne pas reculer trop vite et prendre le temps de proposer une alternative, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit en modifiant le paramétrage de ce que vous avez proposé, ou soit en allant vers un autre thème, la mutuelle par exemple, comme disait Jean-Christophe, ou les tickets restaurants, ou d'autres, le forfait mobilité durable, etc. Voilà quelques pistes pour construire votre préparation de NAO. Donc, on insiste beaucoup sur cette préparation qui vous permettra de vraiment professionnaliser votre négociation. Voilà. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Avant de passer aux questions, peut-être ce qu'on peut vous proposer. On avait en tête, nous, de vous offrir la possibilité de nous rejoindre partout, dans toute la France, dans chacun de nos bureaux CECAFI, au cours de matinées débat. On aime beaucoup ça parce que ça nous permet de vous rencontrer, de vous aider vraiment. Là, on est un peu plus loin avec le webinaire, c'est déjà ça, mais ce n'est pas ce contact terrain qu'on aime avoir avec vous. Donc voilà, ce qu'on vous propose, c'est d'organiser partout en France des ateliers avec vous, autour de votre entreprise, de vos sujets de préoccupation pour vous aider à construire ce type de tableau, quelque chose qui vous corresponde à vos problèmes, à vos problématiques même. Donc, quelque chose de dédié. Voilà, on passerait 1 heure de temps avec vous, soit ça peut être en visio, soit vous nous rejoignez dans nos bureaux, on est partout en France. Et voilà, on organise ça pour vous, bien sûr, gratuitement, en lieu et place de nos fameuses matinées débat. Voilà, pour être proche de vous. On vous en reparlera tout à l'heure sur la façon de s'inscrire et les modalités de réalisation. Alors, je crois que vous avez peut-être des questions. Là, j'aimerais qu'on profite de la petite dizaine de minutes qui nous reste pour parler avec vous. Alors Axel, oui, effectivement, il y a quelques questions dans le chat et dans la partie questions. Alors, je les ai peut-être pas toutes repérées, désolé, je vais en repérer quelques-unes. Déjà, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, j'ai posté à l'instant dans le chat le lien pour vous inscrire à ces petits ateliers qu'on vous propose dans nos régions. Donc, vous pouvez, en cliquant sur le lien, ça va vous ouvrir un formulaire de contact où il vous sera demandé de vous identifier et puis de préciser dans une petite zone de texte à la fin votre demande. Donc, n'hésitez pas dans ce cas-là à dire atelier NAO et puis préciser peut-être votre ville. Sachant qu'on a des bureaux présents à travers toute la France, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Nantes, à Bordeaux, à Metz et à Paris. Donc, on sera ravis de vous accueillir dans nos locaux ou d'organiser une visio aussi, un Teams ou autre, pour vous aider dans la préparation de ces fameuses NAO. Donc, comme le disait Axel, ce sont des ateliers qu'on vous propose de suivre gratuitement avec nous. On est là pour vous accompagner, même si vous nous avez pas confié l'expertise de votre situation, mais il n'y a pas de souci, on fera connaissance à cette occasion-là. Donc, quelques questions. On a une première question. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre, désolé, je les ai copié-collés au fur et à mesure. On a une question de Steven qui nous dit: que faire si la direction de l'entreprise refuse de dépasser 2%
et cela peu importe les arguments avancés. La question n'est pas facile. Donc, j'ai fait une petite réponse dans le chat, notamment en proposant de sonder les salariés, de leur demander leur avis et de vous appuyer sur le point de vue des salariés pour renforcer vos revendications, que ce ne soit pas des revendications, on va dire, isolées, mais que vous puissiez vous appuyer sur le collectif de travail. Axel, je ne sais pas si tu as d'autres idées, mais ça me paraissait peut-être être une première piste de réflexion. Oui, tout à fait. S'appuyer sur le collectif, c'est vrai qu'il y a, dans certaines entreprises, il y a eu des mobilisations et quelle qu'en soit la forme, ça a pu aider, quoi. Donc, la nécessité d'être proche des salariés, c'est toujours important dans le cadre de négociations. Et du coup, il y avait, alors c'est important parce que comme on est beaucoup en télétravail et beaucoup en distanciel, l'un des participants, désolé, j'ai pas noté votre prénom, mais il nous disait que pour bien communiquer avec les salariés, surtout en période Covid ou quand ils sont loin, seule la négociation d'un accord, après plusieurs années de demande pour pouvoir utiliser le système de messagerie de l'entreprise, nous a permis d'améliorer notre communication. Cela a été long, mais nous y sommes. Donc bravo. C'est effectivement un vrai sujet qui monte aujourd'hui beaucoup au sein des organisations syndicales, de dire en fait on devrait pouvoir s'adresser aux salariés en utilisant les messageries professionnelles, car aujourd'hui beaucoup de représentants du personnel se retrouvent empêchés de jouer leur rôle, notamment parce que chacun étant en distanciel, c'est pas facile d'aller notamment faire de l'inspection, visiter les postes de travail et discuter avec les salariés. Donc c'est effectivement merci de partager cette expérience parce que c'est toujours difficile, on le sait. Ça a été long, comme vous le dites, mais c'est bien d'y être arrivé. Bravo. Il y avait une question aussi de Thomas qui disait est-ce qu'on peut demander dans les NAO une plateforme de cours, du soutien scolaire, vie privée et loisirs, du développement personnel, voire de la presse pour un accès autorisé annuel, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire dans la QVT ? Bon, ça a toute sa place dans la néo. Là, franchement, ça, c'est quelque chose à mesurer finement dans votre entreprise. Je n'ai pas de réponse absolue. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Christophe. En tout cas, c'est possible de le faire oui, dans oui, la c'est NAO. possible, c'est possible, c'est possible. Ouais. Il y avait aussi la question de Sylvie qui posait la question de dire comment faire valoir une augmentation de salaire pour ceux qui ont un salaire supérieur au SMIC et ne bénéficient pas d'augmentation individuelle ou d'augmentation générale. Et ça renvoie peut-être aussi à la question de Patrick qui disait dans ma boîte, depuis des années, la direction réserve les augmentations de salaire, faibles, il a mis entre parenthèses, pour les salaires les plus bas, ceux qui commencent à déplaire aux autres. Comment obtenir une vraie augmentation générale ? Du coup, là, je fais un tout petit bout de réponse, et puis je te laisse compléter, Axel, si tu as des idées. Moi, ce que je me dis, c'est que forcément, quand la direction choisit d'augmenter plutôt les bas salaires, elle va… alors déjà, il y a un premier enjeu pour elle, c'est qu'augmenter les bas salaires, ça va l'éloigner du bénéfice des réductions de charges. Vous avez bien compris, c'est-à-dire plus on est, et c'est tout l'effet pervers des réductions de charges, notamment les fillons, là, comme on les appelle, c'est que plus on est proche du SMIC, plus on a de réduction de charges. Et plus on s'éloigne du SMIC jusqu'à 1,6, moins on a de réduction de charges. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est de se dire, quand on augmente les bas salaires, on va réduire, on va rapprocher ceux qui étaient peut-être un peu plus loin, on va les rapprocher des plus bas salaires de l'entreprise. Et du coup, ça pose une vraie question en termes de plafond de verre ou de parcours professionnel pour des salariés qui sont arrivés à obtenir parce qu'ils ont plus d'ancienneté ou qui ont augmenté leur niveau de rémunération au fur et à mesure des années et de leur performance. Et du coup, voir que petit à petit, ces gens-là se retrouvent rattrapés par les plus bas salaires et donc peuvent être aussi démotivés. Donc, je pense que ça fait partie sans doute et je sais que les DRH se posent vraiment ces questions aujourd'hui, de dire on finit par avoir tassé un peu notre système de rémunération. C'est pas parce qu'on essaye de réduire les écarts entre les plus hautes et les plus faibles rémunérations qu'on peut pas avoir, entre guillemets, une discrimination salariale entre les différents postes de l'entreprise pour motiver et accompagner les progressions professionnelles. Donc, du coup, se centrer uniquement sur les plus petits salaires, c'est très bien pour les plus petits salaires, mais ça a un inconvénient pour effectivement les parcours professionnels, la démotivation et puis les questions de politique de rétention. Si vous avez du turnover, c'est intéressant d'aller regarder votre taux de turnover par
par classification, par exemple, ou par niveau d'ancienneté. Et du coup, si jamais vous avez un turnover qui augmente sur une classif moyenne, vous pourrez justement montrer qu'il y a une démotivation des salariés à ce niveau-là et qu'il est peut-être temps de revoir la stratégie d'augmentation des salariés. C'est une idée, hein. Enfin, voilà, pour alimenter la réflexion. Je ne sais pas si tu as d'autres suggestions, Axel. Je crois que tu as été assez exhaustif. Il nous reste à peu près 3 minutes là pour finir. Donc, s'il y a d'autres points importants que tu as Ouais, alors tu sais le chat. répondre à cette question de Julien, comment faire quand notre direction ne nous donne pas accès à la BDES ou que celle-ci est incomplète? Alors ça, c'est un problème juridique, hein. Donc, est-ce que vous voulez aller la demander au tribunal, quoi, hein. Donc là, effectivement, c'est un droit, c'est une entrave, hein. Donc, ouais, il faut aller au tribunal. J'ai pas la procédure exacte en tête. Je me demande si c'est pas en référé, justement. On peut demander à l'inspection du travail aussi peut-être de faire un constat de carence si la BDES n'existe pas, Ouais. puisqu'effectivement la BDES aujourd'hui est un outil sans lequel c'est compliqué de jouer son rôle. Mais effectivement, ça peut faire partie des sujets et on est sur un point de droit, hein, puisque comme le disait Axel, c'est un droit que vous avez et une obligation pour l'employeur de mettre les sujets dans la BDES. Après, BDES, il y a BDES et BDES. Hein, donc voilà. Il y avait quelqu'un qui disait que le téléchargement de la présentation n'était pas possible. Alors, sur notre site internet, vous pouvez la trouver quand vous allez dans le menu. Il y a un menu présentation et donc vous allez retrouver nos webinaires. Donc, si la présentation n'est pas encore en ligne, elle va l'être sans doute à la fin de cette présentation. D'ailleurs, petit coucou à Caroline Olivier, notre responsable de la com, qui fait un super job et qui s'occupe du site internet. Allez le voir d'ailleurs, c'est un nouveau site, il est canon. Et puis, sinon, de toute façon, à la fin du webinaire, vous pourrez le télécharger sur la plateforme Livestorm, sauf erreur de ma part. Voilà pour les. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Les Fillons, là, j'ai pas répondu à la question sur les Fillons. C'est 7% quand on est au SMIC et c'est dégressif jusqu'à 0% à 1,6 SMIC. Voilà, c'est pour répondre très vite. Et donc, pour 1,6 SMIC, c'est 13, il n'y a plus de réduction Fillon et donc on paye les 13% de cotisation maladie. Je vois passer une petite question, enfin une réponse de Jean-Marc sur l'inflation. Donc j'imagine, juste une précision, hein, la différence de l'inflation INSEE et l'inflation OCDE. L'OCDE a voulu harmoniser le calcul des taux d'inflation partout en Europe pour qu'on parle de la même chose. Et donc, en fait, l'OCDE, comme la Banque de France, comme la Banque Centrale Européenne, communique sur l'IPCH avec un H à la fin, l'indice des prix à la consommation harmonisé. Harmonisé, c'est-à-dire que concrètement pour nous, sont enlevés du calcul. En fait, non, l'inflation INSEE est basée sur le prix au niveau de la santé, des tarifs tels qu'on les paye avant les remboursements par la Sécu. Et l'IPCH, c'est l'inflation avec les tarifs post-remboursement par la Sécu, l'écart est au niveau donc des frais de santé, la prise en charge des frais de santé. Hein, donc, n'hésitez pas à utiliser l'IPCH harmonisé, qui n'est pas sur le site de l'INSEE, qu'on trouve plutôt sur le site de l'OCDE. Hein, donc, il y a 2,1%, évidemment, c'est plus intéressant de communiquer autour de 2,1% que 1,6% comme inflation moyenne au niveau de la France. Axel, juste avant de se quitter, les résultats des sondages, très vite. Où en êtes-vous dans vos NAO? Essentiellement à venir, elles sont parmi vous. 53% des répondants à notre petit sondage. Vous avez été nombreux à répondre, merci beaucoup. Donc, disent qu'elles sont à venir. 36% en cours, 11% sont terminés. Donc, c'est vraiment à faire. Donc, on est ravis parce que si ça a pu vous apporter quelques éléments, tant mieux dans le cadre de vos travaux à venir. Et du coup, on imagine que vous serez nombreux à nous rejoindre dans les ateliers pour parler de la suite. Si vos NAO sont terminés, vous avez abouti entre 2 et 3% pour 48% des gens, moins de 1%, 30% des gens, et entre 1 et 2%, 15% des gens. Et puis, si les NAO sont en cours ou à venir, quelle est votre cible? Votre cible, c'est entre 2 et 4% pour 61% des répondants, entre 4 et 6% pour 28% des répondants et inférieur à 2% pour 6% des répondants.
Voilà, du coup, on n'a plus qu'à vous souhaiter de bonnes NAO, constructives, fructueuses, en espérant que vous arriverez à obtenir ce que vous cherchez à obtenir et que les salariés trouveront une matière aussi à retrouver du plaisir pour ceux qui en ont perdu ou à garder du plaisir au travail. Voilà, nous en tout cas, on est ravis d'avoir partagé ce moment avec vous et on vous remercie beaucoup. Merci à tous, bonne journée, bonne NAO, à bientôt. Salut.